Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Et Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin, c'est Ségolène Royal, ex-ministre, ex-candidate à la présidentielle et auteur aussi de ce livre. Mais qui va garder les enfants aux éditions Fayard ? Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Ce titre, mais qui va garder les enfants, pourquoi exhumer aujourd'hui en l'inversant, c'est ce que vous dites, cette formule, on peut la qualifier de quoi, de machiste à l'époque ? Oui, c'est Oui. ça, c'est la comment dirais-je, Oui. c'est la disqualification d'une femme qui est mère pour lui dire mais que fais-tu là ? Pourquoi es-tu candidate à l'élection présidentielle ? Occupe-toi donc de tes enfants. Oui, Ouais, c'est ça, attribué c'est une jadis. tentative de disqualification. Ouais, c'était à l'époque, ça avait fait une fureur. Attribué jadis à Laurent Fabius, qu'il avait démenti à l'époque, hein. Oui, Oui. mais c'est vous qui l'avez vécu d'ailleurs, cette histoire. Je ne le cite même pas parce que je pense que ce qu'il faut, c'est aller au fond des choses et savoir qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Et la vérité, c'est que justement, la politique ne devrait s'occuper que des nouvelles générations. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est non seulement une montée de l'anxiété des jeunes, mais aussi un désespoir finalement, une difficulté pour eux d'imaginer l'avenir, et surtout le sentiment d'un déclin. C'est-à-dire pour la première fois depuis plusieurs décennies, la nouvelle génération se dit mais est-ce qu'on aura aussi bien que la génération précédente ? Vous dites qu'elle se sent... Et ça, on n'a pas le droit de transmettre ce déclin ou cette dette générationnelle. Et on est là pour... la politique, c'est d'abord rendre un pays dans un meilleur état que lorsque l'on l'a trouvé. Ouais. Pourquoi dites-vous qu'elle se sent raquettée ? Ça vient très vite dans le livre, raquettée. Elle se sent raquettée, la nouvelle génération, non seulement parce qu'il y a la dette, bien évidemment, mais surtout parce qu'il y a aussi une dette climatique. J'irais même aussi une dette morale, une dette sociale, une dette à l'égard de ce en quoi on peut croire, de ce que l'on peut espérer, et un monde qui est de plus en plus brutal. Et cet effondrement, ce que j'appelle l'effondrement des tendresses, il a été particulièrement douloureux au moment de la gestion de la crise Covid. Et ce qui avait été promis pendant la crise Covid, c'est une réparation de l'après-crise. C'est-à-dire de voir où avaient été commis les dégâts, notamment les dégâts sur les enfants, sur les adolescents, sur les étudiants qui ont été confrontés à la solitude. Et cette souffrance-là, elle n'a jamais été réparée. Jamais, vous dites. Et non seulement elle n'a pas été réparée, mais il y a aussi un effondrement des moyens donnés à la médecine psychiatrique, à la médecine psychologique. Et cette carence dans les soins apportés à la souffrance psychique se traduit par une montée, par exemple, de ce qui est le plus terrible de ce que l'on peut observer lorsqu'on est un adulte, c'est la montée du nombre de suicides ou de tentatives de suicide sur les jeunes eux-mêmes, et en particulier sur les filles, chez les filles. Vous pointez la gouvernance, j'imagine, d'Emmanuel Macron à travers ça ? Mais non, c'est au-delà, pas forcément. je veux dire, c'est plus grave que ça. Vous savez, les hommes passent. Ah bon ? C'est au-delà, c'est bien plus profond. Bien sûr, qu'est-ce que vous dites, ceux qui sont en responsabilité ne sont pas à la hauteur des enjeux. Ils ne sont pas à la hauteur. Bien sûr, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce que vous dites de sa proposition, celle du président de la République, comme en Australie, de interdire l'accès aux réseaux sociaux des moins de 15 ou 16 ans ? Les réseaux sociaux font énormément de dégâts, c'est vrai, sur les jeunes. Et je le disais à l'instant, y compris par exemple sur les tentatives de suicide, ils n'arrivent plus. C'est pour ça que je vous posais la question. Il y a un décalage entre la vie réelle et la vie et la vie telle qu'elle est projetée dans les réseaux sociaux. Il y a une violence, il y a un accès à la pornographie aussi, donc il y a une vraie dégradation mentale. Donc il faut le faire. Des jeunes. Moi, je l'ai dit même avant qu'ils se prononcent, donc je suis favorable à ça. Vous êtes favorable à ça, oui. Je suis favorable parce que, alors on pourrait dire, mais pourquoi l'interdit, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un interdit a un double objectif. D'abord, c'est de poser une règle. Et c'est de dire aux jeunes, ça vous fait du mal. Donc c'est pour ça que le monde des adultes est en légitimité de vous l'interdire. Et lorsque les jeunes même transgressent cet interdit, parce que le jeu, ça va être de comment est-ce qu'on transgresse cet interdit, même quand ils transgressent un interdit, les jeunes, ils savent qu'ils transgressent, et donc ils se projettent aussi dans une analyse critique des réseaux. Donc ça c'est oui. Vous écrivez, présider c'est aimer. Oui. Il est temps d'écouter, je vous cite, que le féminin au-delà des genres a à dire au monde.
Une femme à l'Élysée, en grosso modo, on pourrait dire ça, ça serait un changement. Ça serait un raccourci de le dire comme ça. Vous voyez, c'est pas forcément de femmes-hommes, parce qu'il y a des femmes qui sont plus brutales que les hommes. C'est notamment les femmes qui sont cooptées dans le monde du pouvoir par les hommes. Souvent, les hommes les choisissent parce qu'elles leur ressemblent et qu'ils continuent à pouvoir diriger. C'est un raccourci, mais ça serait un début de solution quand même. C'est le féminin. Vous voyez, il y a un déséquilibre aujourd'hui. Regardez à l'échelle de la planète, sur 180 chefs d'État, il y en a très peu. Très peu. Et même dans l'intérieur des équipes, moi, ce qui m'avait frappé pendant la gestion du Covid, c'est qu'il y avait que des hommes. Alors parmi eux, il peut y avoir, il y a des hommes bienveillants, etc. Mais ce que j'appelle la virilité toxique est finalement imprègne l'exercice du pouvoir. Et d'ailleurs, on le voit, puisqu'on nous parle sans arrêt de guerre, de conflits, vous voyez, j'entends bien. Le pouvoir est un lieu de prédation. Vous dites, qu'est-ce que c'est le féminin? Voilà. Qu'est-ce que c'est la pulsion féminine première? C'est de donner à manger à son enfant. Voilà. Donc c'est de protéger la vie, c'est de protéger les générations futures. Mère de la nation, qu'est-ce que c'est la pulsion de testostérone première? C'est de prendre le territoire de l'autre. Donc quand un monde n'est pas équilibré entre le masculin et le féminin, eh bien vous avez la domination en effet des pulsions de prédation, des pulsions de violence, et pas de la bienveillance, pas de bien-être, pas de don de soi. Et la politique, c'est d'abord avoir envie que les autres soient heureux. C'est pas l'exercice du pouvoir dans un égo. Royal. Y compris Marine Le Pen, par exemple, parce que c'est une femme qui veut accéder au pouvoir. Qui a tenté. Mais une fois de plus, ça ne suffit pas. Je veux dire, il ne faut pas tout de suite, comment dirais-je, raccourcir la question. Le simple cas de la question. Oui, Margaret Thatcher, c'était une femme qui a été extrêmement brutale dans la répression, par exemple, sociale. Donc c'est pas le fait d'être femme ou homme, c'est le fait d'assumer sa part de féminin, au sens où la part du féminin, la part du maternel, c'est d'abord protéger, faire grandir, émanciper, faire confiance, encourager, etc. Ça ne suffit pas, mais attendez, maintenir le pouvoir. Ça ne suffit pas. Vous avez écrit: la France ne serait pas dans l'état dans lequel nous sommes si j'avais été élu président de la République. Ça c'est sûr. On ne serait pas dans le même état, bien évidemment. Évidemment. Vous auriez fait quoi de différent? Tout. Énormément de choses de différentes, bien sûr. Je l'ai vu d'ailleurs quand j'ai géré ma région, c'est-à-dire c'était la priorité à l'éducation, l'excellence environnementale, l'exigence environnementale. Tenez, un exemple très concret, très opérationnel. Je vois que là, enfin, certains opérateurs automobiles vont s'allier, il est bien tard, 20 ans après, pour créer le véhicule électrique. Mais il y a 20 ans que j'ai fait le véhicule électrique dans la région. À l'époque, les gens ricanaient. C'est-à-dire la projection sur la protection de la planète comme élément de croissance économique, de création de valeur, d'emploi pour les jeunes. Bien sûr, la France aurait été très différente. Parenthèse, vous avez vu celui qui vous a battu à l'époque, en 2007, Nicolas Sarkozy. Vous avez le même éditeur, Fayard. C'est fou. Vous publiez en même temps. Vous avez le même éditeur. J'étais déjà chez Fayard en 2018. D'accord. Et en 2019, quand j'ai écrit ce que je peux enfin vous dire. Vous dites quoi de la foule gigantesque qui s'est massée à sa première séance de signature? Qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sa popularité. Je ne sais pas. Ça raconte une nostalgie. Oui, vous ne savez pas? Oui. C'est un phénomène de curiosité aussi. Quand il dit qu'il se prononcera contre toute forme de front républicain, vous l'approuvez aujourd'hui? Il y a une plaisanterie qui a été faite, je ne sais pas si je peux me permettre de la répéter. Allez-y. Encore quelqu'un qui s'est radicalisé en prison. Vous n'avez pas vu cette blague qui circule sur les réseaux? C'est assez drôle. Donc vous êtes contre cette... Mais c'est pas la tradition de sa pensée politique. Enfin bon, j'ai pas... Radicalisé en prison, d'accord, c'est une plaisanterie. C'est drôle. Oui. Ségolène Royal, oui, donc c'est une digue qui a cédé à vos yeux, vous êtes de gauche quand même. Bien sûr que c'est une digue qui a cédé, bien sûr. Mais il faut que ceux qui sont en face aient suffisamment d'énergie et de force de conviction dans des idées qui entraînent positivement les gens. Il ne s'agit pas uniquement, vous voyez, de diaboliser. Il s'agit d'être capable, en face des idées toxiques qui sont avancées par l'extrême droite, de pouvoir offrir un modèle de société qui fait envie. C'est ça la réalité. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. Parce qu'il y a tellement de choses à faire
pour redresser la France, pour stopper le déclin et pour redonner envie aux nouvelles générations d'entrer dans le monde, de refaire à leur tour des enfants, parce que là, on a aussi un effondrement de la natalité qui dit beaucoup de choses sur le désespoir et sur le pessimisme. Et ça, un dirigeant d'un pays qui a envie de donner un avenir à la jeune génération ne peut pas rester inerte. Et vous dites que toutes ces questions ne sont toujours pas réglées 20 ans après. C'était 2007, c'était il y a 20 ans, Ségolène Royal. Question sur les débats qui tournent du moment. Faut-il rouvrir les maisons closes en France, comme le propose le député RN, pour le coup, Jean-Philippe Tanguy. Qu'en dites-vous? Mais c'est aberrant. C'est ça que le RN a à offrir comme idéal à la société. Ça en dit long. L'idée, quand il se lâche, on voit les horreurs que ce parti est capable de dire. Donc c'est non, cette idée d'espace coopératif. Vous savez ce que ça veut dire? Parce qu'il y a une idéalisation des maisons closes. C'est quand même des femmes esclaves, des femmes objets esclaves. Donc la fermeture a été l'affirmation que le corps des femmes n'est pas un jouet, n'est pas à vendre. Et puis ces femmes mouraient dans la solitude et dans la maladie, et dans des conditions atroces, dans des conditions de vie épouvantables. Et parfois les romans ont idéalisé les maisons closes. Mais c'était des maisons d'abattage, c'est tout. Donc c'est non et 10 fois non. C'est inadmissible qu'un responsable politique puisse proposer ça. Et vous imaginez, même pour la jeune génération, quand elle entend ça, quand les filles entendent ça, ah bon, ça y est, on va remettre les femmes dans des maisons closes au service des prédateurs. Mais c'est inadmissible. Vous parlez de la condition des femmes, Ségolène Royal. Il y a cette controverse qui ne retombe pas. Les sales connes de Brigitte Macron. On va pas refaire le pitch de l'histoire. Vous en pensez quoi, vous? Je pense que la vraie question, c'est de savoir pourquoi ça a soulevé autant d'émotions. Vous savez pourquoi ça a soulevé autant d'émotions? C'est parce que c'était désigné comme une grande cause nationale, la lutte contre les violences faites aux femmes, et finalement on se rend compte que la situation est de pire en pire. Et donc au-delà de la polémique, ce qui est important, c'est de savoir si cette polémique peut servir à faire en sorte qu'il y ait un peu plus de viols qui arrivent devant les tribunaux, qui soient sanctionnés, parce qu'aujourd'hui, plus de 90% des viols aboutissent à un non-lieu, parce que c'est dans l'intimité de la vie privée, et qu'encore la parole des femmes n'est pas suffisamment prise au sérieux, comme si c'était amusant d'aller porter plainte pour viol. Vous savez, c'est une épreuve pour une femme d'aller porter plainte pour viol. La procédure, c'est une épreuve. Il faut témoigner, il faut être confronté, etc. Donc et quand en plus, au bout de ce processus d'épreuve, on vous dit non, il n'y a pas de preuve, donc rentrez chez vous et puis taisez-vous. Mais c'est terrible. Donc ne pas dire ça, même de façon triviale ou privée, privative, non. Il ne faut pas dire ça. Mais je vais pas accabler. C'est des propos privés, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le fond des choses. Donc c'est d'avancer, à partir d'une crise, c'est d'avancer. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que la question des violences faites aux femmes soit prise au sérieux et que ces violences reculent? Et j'ajoute que les violences sur les enfants non plus n'ont pas reculé. Donc ça, vous voyez, d'ailleurs j'y consacre un chapitre de mon livre, là aussi ce sont des enjeux nationaux, oui. Et c'est pas pris aussi au sérieux qu'un déficit budgétaire, mais si, c'est aussi important qu'un sujet de déficit budgétaire que la violence faite aux femmes et que la violence faite aux enfants, parce que chaque fois qu'il y a une violence faite aux femmes, notamment dans l'intimité familiale, c'est aussi une violence faite aux enfants qui assistent aux violences faites aux femmes, aux violences conjugales. Ségolène Royal, il y aura d'autres questions, nombreuses, avec les auditeurs dans la deuxième partie de cet entretien avec Patrick Roger. Le combat écologique irrigue votre livre. Moi, je vous pose une question. Vous évoquez votre gestion de la région à l'époque, Poitou-Charentes. Pas très loin, vous restez favorable à ce projet. Vous en aviez parlé à l'époque, vous étiez ministre de l'Environnement. Ce projet d'autoroute A69, il y a une décision de justice qui est attendue aujourd'hui sur la poursuite ou pas des travaux de cette autoroute. Il faut en finir, que dites-vous? Ça parle d'aménagement du territoire. Je pense que ce dossier a été très mal géré depuis le début. C'est-à-dire que comme les travaux sont enclenchés, c'est très compliqué. Maintenant, le dossier est inextricable. Mais ce qui est vrai, c'est que pour avoir lu les décisions des premiers tribunaux qui ont annulé cette autoroute, c'est qu'elle ne correspond pas à ce qu'il faut faire. Pourquoi on ne met pas à 2 fois 2 voies les routes existantes? C'est pas plus malin de mettre à 2 fois 2 voies les routes existantes que de faire une autoroute? Car ce qui est toxique dans ce dossier-là, c'est que quand il y a une autoroute est faite, elle rentre sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a un exploitant qui va faire payer l'autoroute. Donc ça devient rentable, entre guillemets.
Sauf que ça se fait aux dépens de la destruction de l'environnement. Donc, c'est-à-dire, vous avez un coût public et un profit privé. Alors que si vous mettez une route à 2 fois 2 voies, le problème est réglé. Parce que vous disiez à l'époque qu'il faut désenclaver Castres. Hein, donc, vous étiez d'accord avec l'idée, si vous voulez. Aujourd'hui, vous pensez Je pense qu'il faut faire confiance aux élus locaux sur la perception du désenclavement. Mais vous mettez la route à 2 fois 2 voies. Et pour financer ces routes à 2 fois 2 voies ou pour financer la restauration, parce qu'il y a un autre problème sur les routes, c'est la dégradation des ponts sur la totalité des routes françaises. Il faut utiliser les profits des sociétés autoroutières qui ont bénéficié de privatisations extrêmement juteuses. Et donc, il faut discuter avec elles pour qu'elles prennent aussi en charge les routes et qui conduisent aux autoroutes. Parce que quand une voiture arrive sur l'autoroute, elle prend bien la route. Donc, pourquoi est-ce que ça serait le contribuable et des collectivités locales qui vont payer l'entretien des routes et les sociétés autoroutières qui vont faire de l'argent sur les autoroutes? Donc, vous voyez, un modèle comme ça, il doit être remis à plat pour faire en sorte qu'il soit juste. Merci, vous restez avec nous. Hein, vous restez avec nous jusqu'à 9h. Je reste avec vous. Ségolène Royal, avec des appels qui arrivent au 0826 300 300. On parlera de la liberté d'expression, du voile également dans la société. C'est une question en fait qui traverse régulièrement en fait les débats de la voiture électrique. Tiens, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec évidemment Renault et Ford, hein, et puis des petits patrons, et puis d'autres sujets. Forcément 2027. Présider, c'est aimer. Avez-vous dit récemment. Est-ce que ça veut dire que aimer les autres, aimer les autres. On a des gens qui s'aiment eux-mêmes, c'est ça le problème. Celui qui préside aujourd'hui n'aime pas les autres. On va y revenir dans un instant sur Sud Radio. Il est 8h30. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Et Ségolène Royal qui est avec nous sur Sud Radio jusqu'à 9h pour répondre en direct, toujours aux questions de Jean-François Achilly, quelques questions également de votre personne, votre serviteur, et puis vous, surtout au 0826 300. C'est un bon exercice, ça, hein, Ségolène Royal, de répondre c'est un exercice directement. Sans filet. Sans filet, absolument. C'est Linda, tout d'abord, qui est avec nous à Pau. Bonjour, oui, bonjour. Linda. Bonjour Linda. Bonjour Madame Royal, bonjour Jean-François et Patrick. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Donc j'avais une question pour vous Madame Royal ce matin. Êtes-vous pour l'interdiction du port du voile chez les mineurs? Voilà. Vous êtes franco-algérienne, je crois, Linda, au passage, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Alors, et je pense que ce sont des questions délicates, si vous voulez. Et ce qui est désolant sur ce sujet-là, c'est qu'il est instrumentalisé par les uns et par les autres. Il est instrumentalisé par les islamophobes, donc il est monté en épingle pour essayer de capitaliser sur l'islamophobie. Et parfois, il est instrumentalisé de l'autre côté lorsque les adhérents ou les tenants d'une religion font d'une religion une religion de combat. Une religion, c'est pas un combat. Pas plus que même la laïcité n'est pas un combat. C'est une volonté de vivre ensemble, de respecter ensemble un certain nombre de règles et de ne pas imposer aux autres, ni en interdit, ni en imposition, les signes religieux dans l'espace public, soit pour en faire un combat religieux, soit pour en faire un combat contre une religion. Voilà. Donc vous vous laissez ouvert alors ? Non, donc Linda dit interdiction. Vous nous dites. Donc je pense qu'il faut. Quel est l'objectif de ce voile sur les mineurs? C'est ça. Donc si c'est utilisé comme un instrument de combat religieux, il faut expliquer aux parents. Non, on fait pas ça. Voilà. Mais il faut le faire avec bienveillance aussi, parce que si c'est pas le cas, si c'est pas un combat religieux... Pensez que la pédagogie suffit ? Moi, je pense que la pédagogie suffit. Oui. J'ai eu d'ailleurs à régler ce problème quand j'étais ministre de l'enseignement scolaire, je me souviens. Il y avait des petites filles, je me souviens, c'était des petites filles turques qui venaient à l'école en foulard. J'ai fait recevoir les parents en disant non, parce que ça trouble vous voyez, ça troublait, ça faisait un événement dans l'école. Maintenant, l'école, elle est faite pour transmettre des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, mais pas pour être l'objet de polémiques. Et puis je me dis, mais même en Turquie, on mettait pas le foulard aux petites filles. Donc pourquoi vous le faites en France? Donc c'était effectivement des parents qui étaient dans une logique. Oui, mais il y en a certains aujourd'hui, en fait, combat. On parle quand même d'entrisme, quoi, où il y a une volonté dans les quartiers, etc., de faire porter le voile aussi.
et là, est-ce que ce n'est pas effectivement un danger pour notre société ? Ce qui est insupportable, ou quand un ancien ministre de l'Intérieur a dit à bas le voile, c'est de réduire toute la question de toute cette question-là à la question du voile. Ça suffit. Et une fois de plus, encore, c'est encore les femmes qui subissent cette polémique. C'est les femmes qui se sont battues pour la liberté pendant des années. Et d'un côté, il y a les intégristes qui utilisent le voile pour imposer leur religion, une fois de plus, avec quelque chose qui concerne les femmes. Et inversement, ceux qui sont islamophobes utilisent la dénonciation du voile pour pouvoir relayer leurs idées déplorables. Donc ça suffit. Linda, est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse de Ségolène Royal? Satisfaite, j'entends, on a tous nos idées. Moi, je pars du principe que les femmes en Algérie vivaient de façon libre à l'époque. Enfin, moi, en tous les cas, c'est ce qu'on m'a toujours raconté. Elles étaient en bikini, elles n'ont pas porté le voile à l'âge de 5 ans, 8 ans ou 12 ans. Non. Donc, je pense que accepter que des enfants en France puissent porter ou se voir imposer le voile, je pense que... Mais combien d'enfants, madame, portent le voile? Vous voyez que dès qu'on fait d'un sujet national un problème de quelques personnes, c'est là que ça commence à être problématique. Oui, donc là où il y a un problème, on le règle. Effectivement, il n'y a aucun enfant qui va avec son voile à l'école. Hein. Non, à l'école c'est interdit. Ouais. Eh ben, donc pourquoi on en fait un problème? D'où ça sort, ça? Pourquoi tout d'un coup, on voit des milliers d'enfants qui ont le voile? C'est faux. Aucune petite fille aujourd'hui ne va à l'école avec un voile. Linda, il y a de plus en plus de jeunes femmes en tous les cas qui le portent. Ah mais les jeunes femmes c'est pas pareil. Si vous êtes majeur dans la rue. Ça d'accord, mais je pense que ça a été inculqué bien avant. Et je trouve aujourd'hui dommage que en fait c'est une entrée, c'est la porte ouverte à beaucoup d'autres choses. Oui, c'est pour ça qu'il faut continuer à expliquer. Il faut être beaucoup plus vigilant et beaucoup plus dur, et la pédagogie. Il faut être vigilant. Aujourd'hui, elle n'est plus bien suffisante. sûr. Allez, la liberté. Merci Linda. Joanne de Marseille sur la liberté d'expression et puis les réseaux sociaux. Hein. Bonjour Joanne. Oui, bonjour. Bonjour Madame Royal. Oui. Bonjour. Allez-y. Écoutez, j'aurais aimé avoir votre réaction suite à l'amende infligée à Elon Musk sur X pour manque de transparence, notamment vis-à-vis de sa réaction qui consistait à dire que l'Union européenne devait être abolie pour que les États membres puissent retrouver leur souveraineté. Savoir si d'après vous le combat contre les dérives que peuvent avoir les réseaux sociaux doivent se mener pour vous européen ou plutôt au niveau national? Oui, c'est une bonne question également, mais je pense que c'était une très mauvaise idée cette sanction. D'abord, elle a été assénée comme ça, personne n'a été informé. Vous êtes utilisateur du réseau X, vous avez été informé avant que cette sanction ne tombe? Non. Bon, quand vous êtes sur les réseaux X, je pense que vous êtes suffisamment adulte pour vous-même vous faire une opinion sur ce qui est lu. Et pourquoi ce réseau-là et pas les autres? Et pourquoi encore une confrontation? Donc vous croyez pas que donc moi je pense que ça aurait été plus intelligent de négocier, de discuter, de mettre sur la place publique quel problème cela pose, qui est au moins un débat. Là on a entendu parler. Très politique alors. Là on a entendu parler. C'est une décision très politique contre Elon Musk. C'est une décision qui vise Elon Musk avant tout, non? Je ne sais pas quelle est la motivation, puisque personne ne nous l'a expliqué. Donc déjà, par définition, entrer dans une confrontation, surtout avec les États-Unis, par définition, il va y avoir des mesures de rétorsion. Et on dira, tiens, on n'avait pas prévu les mesures de rétorsion. Et donc, bien dirigé, bien gouverné, bien décidé, quand on prend une décision, d'abord, c'est de l'expliquer, c'est que l'opinion publique soit informée, c'est que les utilisateurs du réseau soient informés, et c'est ensuite anticiper les conséquences négatives d'une décision comme celle-ci. C'est bien plus intelligent. Et par ailleurs, l'Europe a été incapable de construire son réseau social. Donc on est dominé par d'autres grandes puissances et on va leur mettre des amendes au lieu de se dire attendez, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une dimension, même à partir de X, pourquoi pas d'autres réseaux, une dimension européenne de ces réseaux, puisqu'on n'en a pas été capable de les faire. Donc c'est ça qu'il faut faire au lieu de punir les autres. Oui, c'est construire quelque chose proprement européen. Pour répondre à Joanne de Marseille, le problème c'est quoi? Là encore, c'est comme l'autre sujet, c'est la pédagogie, c'est-à-dire que le problème des réseaux sociaux, c'est l'algorithme. Hein. C'est-à-dire que nous sommes prisonniers des algorithmes. Il faut expliquer ça à tout le monde. Hein. C'est un sujet mondial. Oui, mais sur les autres réseaux aussi, mécanique, sur TikTok, tous les réseaux. C'est pour ça que la première priorité, c'est pour les jeunes. C'est-à-dire, c'est vrai, l'interdiction d'accès au réseau, ça, je pense que c'est quelque chose... Vous pensez que c'est jouable, ça?
techniquement en fait, ça à a été mettre en fait en place. Australie. Oui, mais attention, c'est expérimenté. On ne se rend pas compte des verra, dégâts. On n'a pas de recul pour l'instant. On n'a pas de recul, mais on sait quand même, parce que les enseignants le disent, les parents le disent, qu'il y a une dépendance extrêmement dangereuse des jeunes et même des très jeunes aux réseaux sociaux. Donc la responsabilité du monde des adultes, c'est de protéger les jeunes et les enfants. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur le reste, sur les algorithmes qui concernent les adultes, je pense que les adultes sont assez responsables pour savoir et pour essayer de juger ce qui se passe sur les réseaux sociaux, même si des règles, bien évidemment, doivent être mises. La levée de l'anonymat, par exemple, Emmanuel Macron n'en a pas parlé, là. Est-ce que vous seriez, vous, toujours favorable à la levée de l'anonymat sur les réseaux? De ceux qui mettent les réseaux? Oui. Mais par exemple, ça, c'est une piste. Bah oui. Ça, c'est une piste qu'il faut discuter avec le réseau X, avec Elon Musk. C'est d'ailleurs ceux qui, effectivement, enfreignent la loi pour pouvoir être poursuivis. Parce que là, quand même, il y a des lois déjà qui protègent l'interdiction de propos racistes, l'interdiction de propos antisémites, etc. Donc, pour pouvoir poursuivre ceux qui tiennent ce type de propos, encore faut-il lever la loi. Bon, vous allez soutenir ça pourrait être, par Emmanuel exemple, Macron, donc qui voudrait une loi pour marquer finalement de son empreinte les deux quinquennats. La loi Macron pour réduire les réseaux sociaux, l'interdire au moins de 15 ans, 16 ans. Non, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, et heureusement que les réseaux sociaux existent par rapport aux grands médias qui, quand même, ne reflètent pas toujours la diversité des opinions. Donc, heureusement que les réseaux sociaux existent. Ça a libéré quand même énormément. Mais ça a même rendu service aux grands médias d'une certaine façon, parce qu'ils se s'autorisent. Vous pensez qu'il y a un débat autour du service public en ce moment? Non, mais je ne veux pas cibler tel ou tel média, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont permis une liberté d'expression extraordinaire. Donc vouloir réduire cette liberté d'expression, c'est toujours un peu dangereux de la part de dirigeants. Allez, nous poursuivons avec vous, Ségolène Royal. Juste après une petite pause, il y a d'autres auditeurs qui appellent au 0826 300 300. On va y aller, il y a beaucoup encore de questions. Je vous rappelle aussi que vous avez encore un quart d'heure pour jouer. Vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18 si vous voulez gagner, non pas un téléphone portable, mais une fabrique à histoire Luni, avec un abonnement Luni. C'est beau, évidemment, pour que les enfants choisissent tous les éléments de leur histoire pour raconter une histoire, un conte. Bien sûr, il est 9h moins le quart sur Sud Radio. Nous sommes ensemble avec Ségolène Royal. Parlons vrai jusqu'à 9h. Le grand matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h49 sur Sud Radio. Ségolène Royal, l'ex-candidate à la présidentielle 2007, peut-être candidate à la présidentielle 2027, 20 ans après, le retour, on va voir, on va en parler dans un instant. Vos questions avec Jean-François Aquili et vous au 0826 300 300. C'est Philippe d'Auvers-sur-Oise en région parisienne qui est avec nous, qui est chef d'entreprise, c'est ça. Bonjour Philippe. Oui. Bonjour. Bonjour. Votre question alors? Moi, j'ai une petite boîte qui fabrique des jouets de plage. Ce sont des jouets en bois de niche, 100% en France. Et il m'est arrivé, il y a 10 ans de ça, quand j'ai commencé, une petite histoire avec des marchands chinois. Donc, ils ont copié à peu près mon jouet, et puis ils ont commencé à vendre à moins 30% sur Internet, puis moins 40%, moins 50%. À moins 60%, j'étais arrivé à vendre le jouet à mon prix d'achat. Ce qui fait que moi, ça m'a mis les deux genoux à terre. Ça arrive directement par colis depuis la Chine. La TVA, il n'y en a pas. Les impôts, il n'y en a pas. Et je me retrouve dans un marché complètement Donc votre question... en grande concurrence. Votre question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Parce que on ne peut plus produire en France, les coûts de production sont égaux au prix de vente des jouets équivalents chinois. Bien sûr. Ségolène Royal. Mais bien sûr, c'est tragique, c'est d'une injustice flagrante. Et en plus, ça s'accélère. Et en plus, maintenant, c'est dans les nouvelles technologies. Donc, c'est quoi la solution? C'est que le prix d'un produit importé intègre le coût environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jouet, je reprends l'exemple du jouet, qui est construit en Chine, il va être mis sur un bateau, ce jouet. Donc, il y a un bilan carbone, il y a une pollution. Ensuite, il arrive, il est mis sur un camion. Donc il y a une pollution. L'entreprise chinoise ne paye pas cette pollution. Ensuite, le camion vient sur les routes françaises. Qui paye les routes françaises? C'est nous, c'est le contribuable. Est-ce que le chinois paye les routes françaises? Non. L'utilisation des routes, plus la pollution. Donc si on intégrait le coût du transport et le coût de la pollution et le bilan carbone d'un produit qui part de Chine et qui arrive
en France, alors qu'il est construit effectivement avec des niveaux de salaire inférieurs et des normes inférieures, et en particulier pour les jouets, il y a une alerte qui a été lancée puisqu'il y a des jouets toxiques pour les enfants et des jouets toxiques pour les bébés qui sucent des jouets qui ne sont pas aux normes. À ce moment-là, on aurait peut-être une juste égalité. Et puis, ça veut dire quoi? Une protection des frontières. Ça veut dire démarrer une guerre commerciale que nous n'avons peut-être pas les moyens de mener face à la Chine, puisqu'on va taxer. C'est une bonne idée, mais c'est pas une taxe, c'est le juste prix. La Chine a signé aussi l'accord de Paris sur le climat. Donc normalement, toute activité doit intégrer le bilan carbone de sa production et de son transport. Et ça n'est pas fait. Et ça a été en plus aggravé pendant le Covid. Ouais. Parce que pendant le Covid, c'est aberrant. On a fermé, donc l'État, le gouvernement a fermé les commerces de proximité, y compris d'ailleurs les livres, mais il a autorisé les gens à travailler dans les ateliers de transport, de conditionnement, etc., pour livrer des produits Amazon. C'est quand même aberrant. Donc, les habitudes de consommation en plus des Français et des Européens ont changé par rapport au confinement parce qu'il y a une gestion aberrante. Il faut des taxes qui représentent évidemment. C'est pas des taxes. Bah c'est quoi? Parce que si vous dites taxes, vous déclenchez une guerre commerciale. Moi, je suis toujours contre la guerre. Je pense qu'il faut être malin. Il faut être dans un équilibre. Il faut être dans un rapport de force, mais intelligent, malin. Comment vous l'intégrez ça? Eh bien, il faut une règle internationale pour intégrer. Il faut une règle même au niveau européen. Oui, mais attendez, le jouet part à 5 € en fait de Chine. Il va arriver au même prix. Si le bilan carbone c'est de 5 € aussi, il est bien de 5 €, et donc il va arriver à 10 €. Donc il va arriver au prix peut-être du journée. Donc il aura peut-être la différence entre le 5 et le 10 €, c'est quoi alors? C'est le bilan carbone, c'est le transport. C'est le bilan carbone, et donc c'est l'équivalent d'une taxe que nous allons donc c'est financer le bilan carbone. Non, c'est intégré moi je suis au très prix. concret, très pragmatique. Donc c'est intégrer au prix le coût du bilan carbone. C'est quoi le bilan carbone? C'est le coût de la pollution du bateau qui transporte, du camion qui transporte, c'est le coût d'utilisation de la route qui va être réparé. Oui, mais ça va dans la poche de qui, ça? Ça va dans la poche du constructeur, du fabricant en Chine, ou ça va dans notre poche, en fait, à nous? De quoi? La différence entre le 5 et le 10 €. La différence, elle doit être recyclée, justement, dans les... Bon, mais c'est l'équivalent d'une taxe. Vous voulez pas prononcer le mot taxe, mais bon, c'est ça. Parce que c'est pas une taxe au sens où c'est punitif, on protège nos frontières, etc. Parce que si vous vous lancez dans une guerre douanière... Oui, mais c'est une règle juste qui rétablit... Je l'ai dit, les choses qui rétablit. Donc c'est le prix de la pollution et le prix de l'utilisation des infrastructures qui n'ont pas à être payées par le contribuable. Donc on reverserait par exemple à l'entretien des infrastructures, à l'entretien des routes, à la lutte contre la pollution, etc. Même chose donc pour Chine, AliExpress. En plus, vous avez vu, il y a eu une vingtaine d'hommes interpellés là pour des poupées pédopornographiques encore en France. Oui, alors là, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Là aussi, c'est une sacrée hypocrisie quand même. C'est au moment où il y a eu un scandale national que tout d'un coup les gens ont réagi, mais ils le savaient avant. Donc faut faire attention. François est avec nous au 0826 300 300 pour vous, Ségolène Royal, pour répondre toujours directement de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour François. Bonjour Patrick, bonjour Madame Royal. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Oui, je posais une question concernant l'élection présidentielle qui s'amène à grands pas. Il y a un candidat qui pourrait penser être comme naturel, qui est M. Glucksmann. Alors, je veux savoir quelle est votre opinion sur le fait que ce soit le candidat idéal de la gauche, qu'on pourrait souhaiter voir rassembler. Malheureusement, on peut dire que ses débuts ont été un petit peu difficiles, là, puisque j'avais regardé son débat face aux Français, face à Éric Zemmour, où, en fait, ce qui est apparu, c'est qu'il semblait comme quelqu'un d'un peu déconnecté de la réalité, très théorique mais peu pratique, et ça symbolise peut-être le candidat que les Français ne veulent plus voir, surtout quand on voit les combats qu'a mené Olivier Faure avec un certain succès pour les débats budgétaires. Oui, bon, est-ce que Glucksmann est un bon candidat, grosso modo? Oui, c'est difficile pour moi de répondre. En plus, les candidats, il n'est toujours pas candidat, donc je ne vais pas émettre un avis sur... Mais quand même, en 2007, il a soutenu Nicolas Sarkozy, donc déjà, il a un itinéraire. Tout le monde peut changer d'avis, cela dit. Enfin bon. Et puis moi, je pense que les postures de va-t-en-guerre
Je pense que moi, j'adhère pas à ça. Je veux dire, la guerre jusqu'au bout, on va aller jusqu'à Moscou, déloger la guerre, faut aller à la guerre, faut... Non. Vous n'adhérez pas à Raphaël Glucksmann à ses propos? C'est pas ça, mais je veux dire, j'ai pas non plus me positionner par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a des prises de position, notamment sur la guerre, que je ne partage pas. Moi, je pense que la guerre, c'est la pire des choses qui soit faite à l'humanité, que la responsabilité des dirigeants politiques, c'est de faire la paix, c'est d'empêcher les guerres, déjà, donc elle aurait dû être empêchée, cette guerre terrible qui enfonce l'Europe, d'une certaine façon, parce que c'est nous qui subissons les conséquences de cette guerre, et donc c'est nous qui avons la responsabilité de la faire cesser, de pousser la négociation pour une guerre juste, bien évidemment, et pas de pousser à la guerre ou d'encourager les Nous pouvons refermer avec Alexandre Dumas, 20 ans après, Ségolène Royal, l'idée d'une femme, je sais bien qu'il ne faut pas réduire à l'Élysée la féminisation de la vie politique, mais 20 ans après, une femme à l'Élysée, ce pourrait être vous? Pourquoi pas? Bon, je ne vais pas dire non, je me dis un homme ne dirait pas non, mais les femmes disent toujours je ne sais pas, est-ce que je suis au niveau, à la hauteur, le temps n'est pas venu, etc. Mais pourquoi pas une femme pourquoi pas une femme maintenant, mais avec des valeurs féminines, si vous voulez, avec des valeurs bienveillantes, avec des valeurs de... Voilà, présider, c'est aimer, je pense ça profondément, c'est-à-dire vouloir le bien des autres. Et pas être dans un ego. Et le problème, vous savez, en politique, c'est que les qualités les critères pour accéder au pouvoir ne sont pas les mêmes que pour bien exercer le pouvoir. Il faut la hargne pour accéder au pouvoir, écraser les autres, tricher, mentir, etc. C'est ce qu'on non, mais voit. Vous avez eu la hargne en 2007. Non, j'avais pas la hargne, justement, j'ai peut-être pas assez hargneuse. Oui, mais... pas assez dénoncé. En tout cas, vous retenez les leçons de 2007 pour pouvoir vous représenter en 2027. C'est ce que vous dites ce matin, quand même. Vous avez envie... Pourquoi pas, vous dites? Oui. Pourquoi pas? On verra. On verra quelle est la situation. D'ailleurs, ce livre est quasiment un programme de l'avenir d'un pays et de l'avenir d'une nation, des priorités qui devraient nous guider. Ça, c'est vrai. Oui. Donc, soit quelqu'un sera en position et peut reprendre ces idées-là, soit on verra quel est le paysage politique. Et en effet, pourquoi pas? Je pense que le moment d'une femme est venu. Franchement. Candidate potentielle. Est-ce que vous pourriez faire un ticket avec Dominique de Villepin, qui représente des valeurs de gauche pour certains, en fait, aujourd'hui, et qui lui aussi y pense sérieusement? Mais je trouve qu'il parle juste. Il parle juste, notamment sur l'international. Donc vous pourriez faire un ticket, pourquoi pas, avec Dominique de Villepin? Pourquoi pas? Non mais c'est vrai, Ségolène Royal avec Dominique de Villepin. En tout cas, vous dites qu'il faut regarder sa candidature. Je pense qu'il faut regarder tous les talents, bien évidemment, tous ceux qui ont quelque chose à apporter. Il faut surtout changer, je vais vous dire, il faut surtout changer la façon dont sont habitées les institutions de la Ve République. Parce que ce qui est assez pervers, c'est qu'il y a l'élection suffrage universel direct. Donc après, quelqu'un est élu et pense qu'il est supérieur à tout le monde, qu'il est là parce qu'il est le plus intelligent, le plus fort, et commence à décider tout seul. Et c'est pas ça, les institutions de la Ve République. C'est à la fois une légitimité, mais un leader, il doit aussi dire au peuple à quoi lui-même il obéit. Un leader doit continuer à obéir à des valeurs, à des principes, et que doit continuer à expliquer qu'est-ce qu'il conduit et ce à quoi il obéit par rapport au mandat qui lui a été donné. Or là, vous avez des dirigeants, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils pensent qu'ils ont la légitimité pour faire tout et n'importe quoi. Mais non, ils ont des qualités, mais ils ont aussi des défauts. Et parfois, ils sont là par hasard, souvent parce que l'adversaire s'est écroulé, souvent parce qu'il y a un contexte, etc. Donc, ils doivent garder l'humilité de se dire, à chaque fois que je prends une décision, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça améliore la vie des gens? Est-ce que ça fait grandir la France? Est-ce que ça nous sort du déclin ou pas? Merci Ségolène Royal d'avoir répondu à toutes nos questions. Votre téléphone est en train de sonner, c'est Dominique de Villepin qui vous appelle. Merci. Dans un instant, on débrief aussi avec les auditeurs.